Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire 30 minutes sur notre dernière étude, le bonus-malus, les nécessaires évaluations. Donc, je suis Louise Kessler, directrice du programme économie chez I4CE. Je suis ce matin virtuellement accompagnée de Jean-Philippe Hermine, qui est expert senior mobilité à l'IDRI. Alors, très brièvement, juste quelques mots sur l'Institut de l'économie pour le climat. Donc, l'Institut de l'économie pour le climat est un think tank basé à Paris, dont la mission est de faire avancer l'action contre les changements climatiques. Nous sommes une trentaine de collaborateurs. Nos recherches sont des recherches appliquées que nous rendons publiques et elles traitent de la transition bas carbone avec un prisme économie et finance. I4CE a été fondé en 2015 par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement. Donc voilà, vous trouverez sur cette slide quelques-uns des thèmes que nous traitons dans nos recherches. N'hésitez pas à consulter notre rapport d'activité sur notre site pour en savoir plus. Alors, juste une petite vue d'ensemble de la façon dont cette session va se dérouler. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter les messages clés du rapport qui a été publié la semaine dernière, Bonus-Malus Automobile, la nécessaire évaluation. Nous aurons ensuite une intervention de Jean-Philippe Hermine et ensuite une session de questions-réponses. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et nous tâcherons d'y répondre tout à l'heure. Alors, donc, je vais vous présenter cette étude qui est parue la semaine dernière sur bonus-malus automobile, la nécessaire évaluation. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le bonus-malus automobile, le bonus-malus écologique? Donc, le bonus-malus est un système de taxes et de subventions à l'achat qui est lié au niveau d'émission des véhicules et qui vise à, d'une part, récompenser les acquéreurs de véhicules émettant le moins de CO2 via le bonus, et d'autre part, à pénaliser les acquéreurs de véhicules plus polluants via le malus. Donc, le bonus-malus présente plusieurs avantages en théorie. Donc, tout d'abord, la transparence. Donc, le bonus-malus, donc le barème est publié par le gouvernement, il est très clair. Au moment de l'achat, les acquéreurs savent déjà exactement quel est le montant du malus qu'ils vont payer, ou du malus qu'ils vont payer sur le véhicule, ou du bonus qu'ils vont recevoir. En outre, le bonus-malus fournit un signal-prix également aux constructeurs automobiles qui peuvent en tenir compte pour investir dans l'innovation technologique et adapter leurs modèles pour les rendre moins polluants. Enfin, le bonus-malus peut être conçu et dimensionné de façon à avoir un impact neutre sur les finances publiques, c'est-à-dire que les recettes du malus compensent les dépenses du bonus. Donc, lorsque le bonus-malus a été lancé en 2008 en France, il y avait cet objectif d'impact neutre sur les finances publiques. Alors enfin, le bonus-malus est un outil qui a été mis en œuvre dans de nombreux pays européens et qui a fait ses preuves. Alors, je vais vous parler très brièvement de l'exemple de la Norvège, qui est un peu le cas d'école pour ce qui est le système du malus. Donc, en Norvège, c'est un système qui repose d'un côté sur une taxe à l'achat sur les véhicules thermiques hybrides, donc avec donc l'équivalent d'un malus, mais qui possède trois composantes. Donc d'une part un malus écologique, comme en France, qui est fonction des émissions de CO2, d'autre part un malus poids, qui est fonction de la masse du véhicule, et enfin un malus pollution, qui est la fonction des émissions d'oxyde d'azote. Voilà donc pour le malus qui est déplafonné, comme aux Pays-Bas. Et de l'autre côté, la Norvège n'a pas mis en place un système de bonus à proprement parler, mais des exemptions de taxes pour les véhicules électriques. Donc, par exemple, il y a des exemptions de taxes à l'importation, des exemptions sur la taxe annuelle à la circulation, la gratuité des péages, la gratuité des parkings, les accès aux voies de bus à Oslo pour les véhicules électriques et la gratuité des recharges aux bornes des parkings publics. Alors, les résultats ont été assez probants. Les véhicules électriques représentent plus de 10% du parc de véhicules en Norvège, donc du stock roulant. En France, aujourd'hui, les véhicules électriques, même avec l'accélération 2020, représentent un peu moins de 1% du parc de véhicules. Et les émissions moyennes des voitures neuves étaient de 60 grammes de CO2 par kilomètre en 2019, alors que la moyenne de l'Union européenne se situe autour de 122 grammes de CO2 par kilomètre. Alors, donc, d'où est venue l'idée de ce rapport, de cette étude sur l'évaluation du bonus-malus automobile? Alors, tout d'abord d'un constat. Ce constat est que les objectifs nationaux français donc, impliquent une baisse drastique des émissions du parc neuf de véhicules particuliers d'ici à 2025 et 2030. Donc vous verrez sur le graphique sur la droite, si l'on prend les données de la SNBC, alors la SNBC ne fournit pas directement la trajectoire des émissions de véhicules neufs sur la période 2020-2030. En revanche, elle donne des indications sur, par exemple, la motorisation du parc de véhicules et l'efficacité des véhicules. Et à partir de ces données et en les complétant avec des hypothèses, en fait, on en dédie cette trajectoire qui fait qu'a priori, les objectifs de la SNBC prévoiraient une baisse de 28% des émissions de véhicules neufs entre 2020 et 2025.
Alors, il faut savoir qu'en France, le bonus-malus est avec la norme européenne le principal instrument visant la décarbonation du parc de véhicules neufs, mais son calibrage n'est soumis à aucune évaluation publique, en dépit d'appels répétés par la Cour des comptes et le Haut Conseil pour le climat. Donc, dans les faits, les parlementaires votent le barème du malus sans savoir s'il est cohérent avec les objectifs nationaux. Donc, voilà un peu pourquoi nous avons décidé de nous pencher sur la question. Alors, donc peut-être juste quelques précisions sur le dispositif du bonus-malus en France. Donc, il a été mis en place en 2008, il a connu un durcissement progressif, notamment via l'abaissement du seuil déclencheur du malus, et de l'autre côté, la mise en place de conditions de plus en plus restrictives sur les véhicules pouvant prétendre au bonus. Donc, par exemple, à partir de 2018, il n'y avait plus que les véhicules électriques qui pouvaient prétendre au bonus. Cette contrainte a été relâchée en 2020 dans le cadre des mesures d'urgence et de relance. Donc, vous voyez ici sur ce graphique, donc la part des véhicules particuliers neufs vendus en France par classe de bonus-malus. Donc, vous voyez qu'en 2010, donc, il y a une augmentation de la classe malus, c'est-à-dire que de plus en plus de véhicules sont concernés par le malus, une diminution de la classe bonus, et le reste, donc c'est la classe neutre. Vous voyez qu'en 2019, donc avant la crise du Covid, 2% des véhicules pouvaient toucher un bonus, tandis que 41% des véhicules étaient soumis au malus. Alors, donc, s'il y a eu un abaissement du seuil de déclenchement du malus, en revanche, les montants effectivement payés restent peu élevés. Donc, vous voyez ici sur le graphique les chiffres pour l'année 2019. Donc, en 2019, 71% des acquéreurs de voitures particulières n'étaient soit pas soumis au malus, soit soumis à un malus inférieur à 50 €, donc vraiment d'un montant dérisoire. Et cette même année, seuls 6% des acquéreurs de véhicules neufs ont eu à payer un malus supérieur à 773 €. Voilà. Et alors, dans les faits, est-ce qu'on constate une baisse des émissions des véhicules neufs depuis que le malus a été mis en place? Alors, vous voyez ici, donc, sur ce graphique, les émissions moyennes des véhicules particuliers neufs en France entre 2007 et 2020, avec donc le bonus-malus a été introduit en 2008. Alors, vous voyez qu'il y a une baisse qui est globale mais non linéaire. Vous voyez, il y a deux phases notamment qui sont remarquées. Donc, une première phase entre 2016 et 2018, donc il y a une augmentation légère des émissions. Donc, ceci est dû à l'essor des SUV d'une part, à la dédiésélisation du parc d'autre part, et au succès de la prime à la conversion. Et en revanche, on voit une baisse assez marquée des émissions du parc neuf entre 2019 et 2020, et ceci est dû à l'augmentation de la part des véhicules électriques et hybrides, mais également à l'entrée en vigueur de la norme européenne en 2020. Alors, donc, pour en venir aux objectifs du projet qui porte sur l'évaluation, donc il y avait trois objectifs. Le premier était de développer et de rendre public un outil de simulation permettant d'évaluer ex ante les effets du bonus-malus sur les émissions de CO2 des voitures particulières neuves et d'évaluer son alignement avec la CNBC. D'autre part, d'appliquer cet outil pour évaluer le barème gouvernemental proposé pour les années qui viennent. Et enfin, de proposer des barèmes alternatifs à celui du gouvernement qui entraînerait une baisse des émissions en ligne avec la trajectoire de la SNBC. Alors, donc tout d'abord, en ce qui concerne le premier objectif, donc le développement d'un outil d'évaluation ex ante. Donc, nous espérons que nous avons montré à travers cette étude qu'il est possible de développer un outil de simulation suffisamment robuste qui permet d'estimer les effets du bonus-malus sur les parts de marché des différents modèles et donc sur les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves et d'évaluer son alignement avec la SNBC. Donc, nous nous sommes appuyés sur un modèle économétrique de demande de véhicules neufs qui a été développé par des chercheurs de la Toulouse School of Economics. Donc, il y a un papier de Doormeyer et Samano paru en 2017, ce qui nous a permis de voir l'effet du prix sur les parts de marché des différents modèles. Nous avons utilisé des données publiques tirées de la base de données de l'ADEME, ADEME Car Labeling. Le modèle a été calibré sur la période 2015-2019 et nous avons inclus d'autres composantes à ce modèle. Nous avons inclus l'intégration du malus poids, qui rentrera en vigueur en 2022. Nous avons intégré des scénarios du progrès technique avec un scénario de progrès technique fort, un scénario de progrès technique faible, sur la base des projections qui ont été publiées par des organismes ICCT et Bloomberg New Energy Finance. Et enfin, le modèle, nous avons tâché de prendre en compte l'entrée en vigueur de la norme européenne en 2020. Alors, deuxième résultat, lorsque nous appliquons cet outil au barème gouvernemental qui est prévu jusqu'en 2023, nous voyons qu'en fait, ce barème prévu par le gouvernement ne permettra a priori pas d'atteindre le rythme de réduction des émissions prévues par la SNBC. Donc, vous voyez sur le graphique ici, qui est tiré du rapport, vous vous rappelez, donc, nous avons dit que la SNBC, d'après nos estimations, a priori prévoit une baisse des émissions du parc neuf entre 2020 et 2025 de 28%.
Or, si on regarde le barème gouvernemental, si on applique le modèle, nous trouvons que même dans le cadre d'un scénario de progrès technique fort, la baisse des émissions du parc neuf ne serait que de 14%, soit la moitié de l'effort qui serait nécessaire sur la base de la SNBC. Et dans le cadre d'un scénario de progrès technique faible, cette réduction des émissions tomberait à 7%. Donc, troisième résultat, compte tenu de ce constat que le barème gouvernemental tel qu'il a été annoncé aujourd'hui n'est pas suffisant, nous avons réfléchi à des barèmes alternatifs qui permettraient d'atteindre la baisse des émissions prévues par la SNBC. Et donc, vous trouverez dans le rapport, nous avons élaboré deux barèmes alternatifs. Alors, le premier s'appuie sur un abaissement du seuil de déclenchement du malus et un durcissement significatif des montants. Le deuxième barème repose également sur l'abaissement du seuil du déclenchement du malus, mais il y a un durcissement moindre des montants. En revanche, il y a un relèvement des plafonds du malus. Et vous voyez sur le graphique ci-dessous, alors, pour les trois barèmes, donc le barème gouvernemental en bleu, notre barème alternatif numéro 1 en orange, le barème numéro 2 en vert, la part des véhicules neufs, les montants de malus payés par les véhicules neufs en 2025, pour l'année 2025. Donc, vous voyez qu'avec le barème gouvernemental, il y a autour de 25% des véhicules neufs qui ne recevraient pas de bonus, qui ne paieraient pas de malus en 2025. Ça tombe à autour de 20% pour les barèmes alternatifs 1 et 2 que nous proposons. Pour les véhicules qui payent un barème compris entre 0 et 1000 euros, dans le cadre du barème gouvernemental, la part de ces véhicules s'élève à 40%, alors qu'elle est inférieure à 20% dans le cadre des barèmes alternatifs 1 et 2. En revanche, pour les barèmes alternatifs 1 et 2, vous voyez que les véhicules qui payent un malus compris entre 1000 et 10 000 euros est importante, autour de 50%, et que la part de véhicules qui payent des malus supérieurs à 10 000 euros est non négligeable, donc autour de un peu plus de 10%, alors que ces pourcentages sont très faibles dans le cadre du barème gouvernemental. Voilà, donc ces barèmes vous trouvez plus de détails sur ces barèmes dans le rapport. Voilà, donc très brièvement, donc quelques mots de conclusion sur cette étude. Donc, cette étude, pour nous, a montré que le bonus-malus a définitivement sa place au sein de l'éventail de politiques publiques visant la décarbonation du secteur de transport en France, mais que son efficacité dépend très fortement de sa mise en œuvre et notamment du barème du malus qui est appliqué. Et donc, nous insistons sur la nécessité de mettre en place un processus d'évaluation systématique de l'efficacité climat des politiques publiques visant la décarbonation. Donc, évidemment, ça doit s'appliquer au dispositif du bonus-malus, mais également aux autres politiques publiques, et que cette évaluation soit rigoureuse, donc elle s'appuie sur des données publiques, qu'elle s'appuie sur des modèles qui ont été testés, éprouvés, que cette évaluation soit transparente et qu'elle soit accessible non seulement aux parlementaires, mais également aux ONG, aux think tanks et aux autres parties prenantes. Et enfin, que cette évaluation dépasse le simple cadre de la dénomination favorable au climat. Donc, c'est un argument que nous poussons également pour toutes nos études sur le budget vert. Donc, en France, nous avons une trajectoire et des objectifs sectoriels précis qui sont synthétisés par la stratégie nationale bas carbone, et nous poussons à ce que cette évaluation donc évalue si les politiques publiques évalue les politiques publiques à l'aune de cette stratégie nationale bas carbone. Alors, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, et je donne la parole à Jean-Philippe Hermine. Merci Louise. Donc d'abord, bonjour à tous. Bon, écoutez, je suis là d'abord pour accompagner Louise dans le débat et la séance de questions-réponses qu'on va avoir ensemble tout à l'heure. Je vais faire quelques commentaires par rapport à cette étude. D'abord, elle a un énorme mérite, c'est celui de prouver, de montrer que l'on peut faire une évaluation de cet instrument politique qu'est le bonus-malus, et qu'on peut avoir cette exigence de cohérence par rapport aux ambitions qui sont affichées par ailleurs, et on voit pour l'instant que ce n'est pas le cas. Et ça nous amène ça a amené I4C à faire des propositions d'évolution de ce dispositif. Donc, c'est un outil qui est essentiel pour la suite de la réflexion qu'il va y avoir autour de ce type de dispositif. Alors, ces dispositifs, ça a été rappelé, ils sont essentiels pour donner le signal de la transition. En tout cas, ils l'ont été pour donner le signal de la transition. Et on voit très bien que la partie bonus en particulier a fonctionné. Elle a été d'ailleurs reprise dans pas mal de pays
qui ont copié la France d'ailleurs lorsqu'ils ont vu le succès du dispositif français. Ça a été le cas en Suède, ça a été le cas en Allemagne. En revanche, on voit que la partie malus, et ça a été démontré également par l'étude I4C ou par les résultats a posteriori, est beaucoup moins efficace. C'est-à-dire que peu de véhicules sont concernés finalement, et c'est la raison pour laquelle la proposition d'I4C, je pense, se dirige principalement sur un renforcement des malus, puisque l'enjeu, c'est le différentiel de prix, naturellement, entre les véhicules les plus polluants et les véhicules les plus vertueux d'un point de vue de la décarbonation. Donc, c'est un dispositif qui est essentiel, mais il faut se poser aussi la question de savoir s'il est suffisant. Ça a été posé en partie, savoir s'il est juste, savoir s'il est soutenable d'un point de vue budgétaire pour l'État. Donc, je pense que l'étude va se poursuivre dans différentes directions. Est-ce qu'il est suffisant? C'est essentiel de se le poser comme question, puisque au départ, on était sur on va dire une transition en quelque sorte choisie par des personnes qui voulaient s'engager en priorité vers ces transformations de type technologique que propose l'électrification des véhicules. Mais on va passer à des besoins très rapidement d'évolution du mix des ventes vers l'électrification qui vont être absolument considérables. C'est les objectifs qui sont posés maintenant au niveau européen, notamment dans le cadre du dispositif Fit for 55 qui est en cours de discussion au niveau européen. Et donc, on va passer à une transition, on va dire, imposée en quelque sorte à tous, puisqu'on va devoir atteindre des taux d'électrification supérieurs à 50% d'ici 10 ans pour respecter les objectifs fixés cette fois au niveau européen. Dans ce contexte, la question qu'il faut se poser, les autres questions qu'il faut se poser pour évaluer ce dispositif, c'est est-ce qu'il est juste, c'est-à-dire est-ce que qui bénéficie finalement, comment sont dirigées ces aides et ces surcoûts finalement par rapport à la sociologie des personnes et aux besoins de mobilité qu'ont les différentes catégories en fonction de leur capacité économique en quelque sorte. Donc il y a une étude complémentaire probablement socio-économique à faire également en termes d'évaluation de cet instrument. Coupler ça naturellement à la soutenabilité d'un point de vue budgétaire, c'est une démarche qui a été prise en compte dans cette évaluation-là, cette évaluation-ci par I4C, mais il faut poursuivre cela. Et puis, je pense qu'il faut mettre tout ça en perspective avec les autres, l'arsenal d'outils qui sont complémentaires à celle du bonus-malus, puisqu'on a aussi les taxes sur les carburants, dont on discute actuellement, les taxes sur les véhicules de société. On a également le dispositif des déclarations de frais réels, le suramortissement que peuvent exercer également les entreprises. On a aussi, ça a été cité, les outils de prix différentiel de parking en fonction des différentes technologies. On a aussi les dispositifs de quotas de flotte pour les flottes publiques ou les flottes importantes de sociétés, dont on pense que c'est un relais incitatif très important qui pourra éventuellement se substituer pour certaines catégories d'acheteurs que sont par exemple les flottes au bonus-malus et qui permettra éventuellement donc de libérer des marges de manœuvre pour avoir un traitement un peu plus social du bonus, parce qu'il est essentiel maintenant de s'intéresser à l'évolution de ce parc et en particulier à la possibilité de faire bénéficier les acheteurs de véhicules d'occasion des véhicules les plus performants. On a aussi les dispositifs d'assistance au rétrofit ou d'assistance à la mise en place des systèmes de charge individuels ou collectifs. Donc, vous voyez, c'est un dispositif qui s'insère dans tout un ensemble de dispositifs dont il faut évaluer l'efficacité. Et en tout cas, il faut saluer donc cette première tentative d'objectiver, d'évaluer la pertinence de ce dispositif et surtout en lien avec les ambitions qui sont affichées à long terme, ce qui n'est pas le cas fréquent des dispositifs fiscaux qui sont mis en place naturellement, puisqu'on est plus sur des horizons court terme, naturellement sur les autres dispositifs. Voilà les remarques que je voulais faire pour lancer un peu le débat et les questions-réponses, puis on sera heureux d'essayer d'y répondre avec Louise. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, nous avons une question dans le chat
Pensez-vous que vous pouvez réduire suffisamment et atteindre les émissions de gaz à effet de serre avec un système de bonus-malus si vous ne changez pas le système économique actuel? Alors oui, effectivement, Jean-Philippe Hermine vous en parlait justement. Donc effectivement, la décarbonation du parc automobile est nécessaire. Le bonus-malus est nécessaire. Est-ce qu'il sera suffisant? Voilà toute la question. Donc, effectivement, s'il faut décarboner le parc de véhicules, il faut également d'autres dispositifs qui visent à soutenir la sobriété, les mobilités douces. Il faut des politiques de soutien des réseaux de transport en commun, des politiques d'aménagement du territoire. Voilà, donc oui, tout à fait, le bonus-malus ne sera pas la solution à tout. Jean-Philippe Hermine, je ne sais pas si vous voulez Non, rebondir mais là-dessus. tout à fait. Il faut pas opposer les leviers. Et le levier d'évolution des comportements, le levier des reports modaux est absolument essentiel également pour décarboner. Mais l'un ne suffira pas si l'autre n'est pas également engagé et de manière volontariste. Donc là, on était sur la question des dispositifs d'incitation à l'achat ou à l'usage. Des véhicules plutôt décarbonés versus ceux qui sont carbonés, mais il est évident qu'il faut également travailler en parallèle et de manière très volontariste les reports modaux. Alors, nous avons une autre question de Romain Loury de Usine à AGES. Donc, la nécessité d'une neutralité budgétaire du dispositif du bonus-malus n'impose-t-elle pas des contraintes sur son efficacité? Alors, je peux commencer. Donc, c'est également, alors c'est un point qui est traité dans le rapport que je n'ai pas traité là dans les slides, dans le webinaire. Donc, à l'origine, pardon, il y avait cet objectif de neutralité de l'impact fiscal du bonus-malus. Il y a certaines années où le système a été bénéficiaire, donc c'est-à-dire qu'il y avait plus de recettes que de dépenses, d'autres années où le système a été déficitaire, pardon. Donc vous trouverez ces informations dans le rapport. Je ne suis pas certaine qu'il contraint son efficacité, notamment les années où il a été déficitaire, ce sont les années où il y a eu un élargissement de la prime à la conversion, qui a été étendu à des véhicules, également à des véhicules thermiques. Voilà, donc voilà, Jean-Philippe Hermine, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Oui, ben, je pense, à ma connaissance, que cette exigence d'équilibre n'est plus inscrite dans la loi de finances et dans Non. le dispositif réglementaire. Néanmoins, c'est un objectif qui paraît très intéressant et qui paraît d'une certaine justesse dans le débat actuel sur la transition environnementale. Il est important d'une part, d'avoir des dispositifs qui soient un peu carottes et bâtons et qui soient redistributifs et avec une politique de redistribution qui soit ciblée en fonction des besoins sociologiques. C'est tout le débat sur l'énergie, sur le prix de l'électricité actuellement. Quels sont les bons outils pour pouvoir à la fois capter et donner des signaux pris pour faire évoluer la transition et comment ensuite les redistribuer. Je pense que l'acceptabilité de ces dispositifs fiscaux qui sont nouveaux passe en particulier par cet équilibre ou cette visibilité, cette transparence sur ce qui est prélevé et ce qui est redistribué effectivement à des fins précises, expliquées, compris par tous. C'est extrêmement important pour réussir cette transition que d'être très clair de ce côté-là. Et voilà, donc, ce qui nous offre une transition parfaite vers la prochaine question, donc une question de Éric Bergerol. Pensez-vous que le malus serait plus efficace si l'automobiliste savait à quel budget était affectée sa contribution? Oui, tout à fait. Donc c'est un point que nous poussons très fortement pour tout ce qui est fiscalité carbone, fiscalité climat, la transparence sur l'usage des revenus, pas forcément l'affectation, mais en revanche que l'usage des revenus soit publié de façon très transparente. Donc c'est d'ailleurs il y a de nombreux autres pays, par exemple le Canada, qui ont mis en place ce type de politique sur la transparence des revenus. Donc oui, tout à fait. Donc c'était ça. On revient à la question de la redistribution, en fait, comprendre à quoi servent ces recettes, qu'est-ce qu'elles financent. Ensuite, nous avons une question sur la réglementation européenne, les nouvelles normes
la réglementation européenne est-elle de nature à changer la donne? Alors, donc, oui, mais il se peut qu'elle ne soit pas suffisante. Donc, vous avez vu que sur le graphique des émissions de véhicules neufs, donc la norme européenne, en tout cas à partir de l'introduction de la norme européenne, il y a eu un effet assez marqué sur les baisses des émissions, donc en 2020. Et alors, il faut savoir que la norme européenne a été durcie, l'objectif 2030 a été durci. En revanche, l'objectif 2025 est d'une réduction de moins 15% par rapport à l'objectif 2020. Donc, c'est-à-dire que si on n'en soutient qu'à la norme européenne, a priori, on ne va pas atteindre la baisse des émissions de 28% telle qu'estimée à partir de la SNBC. Donc, voilà un premier point. Deuxième point, donc la norme européenne s'applique au niveau, donc c'est sur la moyenne des ventes au niveau européen des constructeurs. Donc, à voir si l'objectif français sera du même ordre. Et voilà. Et puis, un petit inconvénient de la norme européenne, c'est que donc c'est un standard. Donc, elle introduit des effets de seuil, c'est-à-dire elle inverse d'un bonus-malus un système qui est progressif, qui tous les ans en fait se durcit. La norme européenne rentre en vigueur dans une année, donc elle incite également les constructeurs automobiles à éventuellement à vendre leurs modèles polluants jusqu'à l'année N-1 pour ensuite vendre leurs modèles propres en année N. Voilà, donc il y a potentiellement des effets un peu pervers. Oui, donc pour compléter, enfin, je surtout acquiescer parce que c'est tout à fait vrai ce que dit Louise. Les normes de CO2 qui s'appliquent aux ventes des constructeurs sont extrêmement importantes. Elles sont même encore plus importantes pour tracer la trajectoire et la réussir. Néanmoins, elles sont par paliers. Et on sait bien que ces paliers, ces escaliers, quelque part, sont des retards potentiellement et des émissions supplémentaires par rapport à une courbe qui serait une progression continue, une ligne droite de progression. Et donc, les outils fiscaux, il faut les envisager comme des outils de dynamique du marché et qui permettent de corriger cet effet potentiellement. Et je pense que c'est de l'intérêt également des constructeurs que d'avoir un marché qui évolue de manière progressive et non pas par à-coups, parce que ces à-coups-là, finalement, sont extrêmement dommageables à la fois en termes économiques et socialement difficilement acceptables. Donc, l'objectif d'une politique fiscale comme celle-ci, ça doit être de créer une dynamique et une continuité du progrès. C'est ce qui doit être recherché. Par ailleurs, ça a été dit, alors, c'est aussi quelque chose qui peut être améliorable dans l'exercice qui a été réalisé par I4C, si vous y penchez en détail. Dans le modèle d'achat, l'évolution de l'offre liée au quota de CO2 n'est pas introduite. Enfin, je précise ça, et ça peut être un moyen d'améliorer encore le problème que de coupler ce modèle à une évolution de l'offre qui serait en phase avec les émissions, avec les objectifs de constructeurs. Et ça a été dit également, plus ou moins par Louise, il faudra que la France soit surperformante par rapport à la moyenne européenne si on veut que les quotas au niveau européen soient respectés. C'est-à-dire qu'on sait que les pays d'Europe de l'Ouest, ou les pays qui sont un peu en avance actuellement, devront surperformer par rapport à cette norme si on veut qu'elle soit la moyenne au niveau européen, puisque certains pays européens sont en retard par rapport par rapport à l'électrification, par exemple, leur infrastructure est en retard, etc. Et donc, on sait qu'en France, on devra surperformer par rapport à ces objectifs européens si on veut que l'Europe soit au rendez-vous. De même que l'Europe surperforme par rapport au monde si on veut réellement rester dans l'objectif de 1,5 degré au niveau du climat mondial. Voilà, c'est un mécanisme qu'il faut intégrer également et c'est intégré dans les SNBC. Oui, tout à fait. D'ailleurs, à un moment, on avait envisagé de compléter notre étude par le calcul du différentiel d'émissions entre la courbe progressive du bonus-malus versus une courbe par palier de la norme. Bon, on ne l'a pas fait, on s'y mettra peut-être. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, je n'en vois plus dans le chat, parce que nous arrivons à la fin de notre créneau, mais s'il y a encore... non. Bon, eh bien, écoutez, il me reste... bon, merci pour votre participation, pour vos questions. Merci beaucoup, Jean-Philippe Hermine, pour vos contributions. Et donc, notre rapport est disponible en ligne. La note méthodologique et le modèle seront très rapidement également mis en ligne. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des remarques. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Ah, pardon, il y a juste une dernière question.
Ah. Hop. Non, c'est bon. OK. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.